Merci Sylvain. Je vais vous présenter le cas d'étude numéro 2, un projet réalisé en France. Il s'agit d'un projet en phase de consultation des corps d'État séparés, puisqu'on est en entreprise séparée, mais en phase chantier également, puisqu'en fait certains des marchés avaient déjà été attribués avant que je sois mandaté en tant qu'économiste de la construction. Donc on peut voir ici une perspective de l'immeuble dont je voudrais vous parler. C'est un petit immeuble de bureau en rez-de-chaussée plus 2 niveaux, mais vous allez voir après qu'il a beaucoup de difficultés et qu'il ne faut pas se fier à cette belle image avec ses palmiers. Tout d'abord le contexte, il s'agit d'un projet de bureau comme je vous le disais, mais il va se construire ce bureau sur un ancien bassin de rétention à ciel ouvert. Les plans qui étaient en ma possession m'ont permis en fait de modéliser la totalité du bâtiment, qui est un bâtiment, donc, comme je vous le disais, en rez-de-chaussée avec un niveau 1, un niveau 2, une terrasse et un bassin de rétention qui est un nouveau bassin de rétention qu'il nous faut construire en lieu et place de celui existant et donc de plus grande capacité. Il va passer de 1300 m3 à 1500 m3, donc de la surprofondeur. L'entreprise qui a chiffré le lot génie civil, le lot VRD, donc avait pris en considération, bien sûr, ces surprofondeurs, ces volumes, avait pris des hypothèses de talutage, mais je ne les connaissais pas. Mon mandat à moi, c'était de modéliser la totalité du bâtiment en structure et puis en corps d'état secondaire pour pouvoir réaliser mon mandat qui était de travailler sur les lots d'aménagement intérieur. Mais je me suis rendu compte en modélisant que la modélisation que je faisais allait peut-être apporter des réponses à des anticipations non vues en phase négociation de marché avec cette entreprise de VRD et que du coup en phase chantier, ça allait peut-être allumer certaines lumières. Toujours sur le contexte, bien montrer les éléments habituels. On parlait de CAO dans l'historique, je vous disais tout à l'heure, et donc on voit bien ici que sans le BIM, je travaillerai avec de la CAO. J'ai une compréhension partielle du projet. Il me faut regarder des vues en plan masse, il me faut regarder également des élévations, mais un bassin de rétention non modélisé qui est simplement représenté par des hauteurs de talus en pointillés, ça ne me donne pas toutes les indications. En plus, sur le site, on se rend compte qu'il y a des stationnements existants, une limite de propriété à ne pas dépasser, l'accès aussi à ce bassin de rétention qui n'avait pas pour vocation de recevoir un immeuble de bureau sur sa tête, forcément n'a pas été pensé en termes d'accès initialement et que la décision de mettre les bureaux à cet endroit-là, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit sur le terrain, donc c'est une contrainte supplémentaire qui vient générer dans le projet. Indépendamment du BIM, on peut se rendre compte qu'avec Google Earth, on a déjà de l'information. Mais là, j'avais fait mon modèle et je l'ai exporté dans Google Earth. Donc, on peut remarquer la position de mon bâtiment ici, qui se situe en fait en lieu et place du bassin de rétention, comme je l'indiquais. Vous pouvez remarquer la totalité en fait du site qui est assez gigantesque, en fait, est assez impressionnant. Et que ce site-là, c'est lui qui recevait le bassin de rétention qui était ici. Donc de construire un immeuble de bureau sur un bassin de rétention qui devait traiter la totalité de ses surfaces a complexifié pas mal la réalisation de celui-ci, d'autant qu'il a fallu prendre en considération également les accès à ce bâtiment. L'importance des photos rentre aussi dans la démarche BIM. Quand on parle de modélisation 3D, il faut, je vous disais, penser environnement. Les photos, c'est de la communication, c'est de la donnée. Ça rentre dans la démarche. On peut se rendre compte à travers ces photos la complexité que je décrivais avec la limite de propriété ici qui pose quand même un paquet de contraintes. L'installation de chantier initial en lien avec des travaux de bâtiments déjà réalisés sur le site, donc des bungalows qu'il va falloir déplacer, un stationnement existant qu'on voit ici en amorce et le bassin de rétention où on commence à voir sa forme. Cette image, je la trouve particulièrement intéressante. Elle nous permet de voir la totalité du bassin de rétention ici.
Les terrains de tennis existants à conserver au plus proche du bassin de rétention, la limite de propriété avec la clôture, et ici, en fait, les éléments en pergola qui servent au stationnement actuel, qui va être en partie modifié pour pouvoir permettre l'accès au bureau. Et puis toute la zone d'installation de chantier actuelle qui a servi en fait aux constructions de bureaux avoisinants et aux constructions de résidences avoisinantes et qui va devoir être déplacée pour nous servir d'accès. Donc tous ces éléments-là, l'entreprise les avait vus. Ce qu'elle n'avait pas forcément anticipé, c'était par exemple le fil 800 qui arrive ici avec l'élément de limitateur de débit à l'autre extrémité qu'il faut démolir, parce que construire sur cette zone ici va nécessiter de faire un dévoiement de ce réseau temporaire pendant la phase de construction. Une dernière vidéo pour vous montrer qu'en limite du bassin de rétention, on a ici une voie pompier qu'il nous faut maintenir en service pendant toute l'activité du chantier. Et puis ici, on peut reconstater la totalité en fait des terrains de tennis existants qui sont en fait des zones inaccessibles mais qui vont rester en service également. Quand on parle de BIM, on parle de maquette numérique. Il faut pour cela utiliser des logiciels qui savent faire de la maquette numérique et qui savent exporter cette maquette numérique. Le format d'exportation, c'est le format IFC, un format interopérable, un format ouvert. J'ai utilisé le logiciel GeoMensura Genius qui utilise cette technologie et j'ai implanté sur le logiciel le plan topographique. En important le plan topo, j'ai pu récupérer le maillage du terrain, donc le modéliser au complet pour avoir un terrain de base 0 qui me permettait après de faire mes différentes phases. Ici, on peut constater que le projet va se concentrer dans cette zone ici. Donc, c'est principalement dans cette zone que j'ai œuvré pour mettre un maximum de points et d'informations. Et donc, on voit ici les réseaux existants, on voit les voies d'accès. Ici aussi, j'ai des réseaux existants qui passent, des réseaux qui passent à cet endroit-là. Donc, tous ces réseaux, en plus du maillage du terrain, je les ai modélisés pour me permettre après de gérer les contraintes liées au site. Ici, on peut constater le rendu du terrain naturel. Donc, issu de la modélisation, donc la totalité de la parcelle qui a été modélisée. On voit ici le bassin de rétention avec son ouvrage de régulation, la voie pompier, les deux terrains de paddle qu'il ne faut pas déchausser, et puis l'empreinte du stationnement existant qui lui aussi doit être conservé. On commence à remarquer la topographie du terrain avec une pente descendante comme ça, et puis on pique en fait sur ce côté ici vers le fossé. En apportant le modèle IFC dans mon autre logiciel de BIM, qui est le logiciel Allplan, dans lequel j'avais intégré des objets 3D, et le bâtiment également en 3D, on verra un peu plus tard. C'est pour ça que je parle de modèle IFC pour l'interopérabilité des deux. On constate en fait la proximité déjà du bassin existant, de ses limites avec les mitoyens conservés. Et ces éléments-là faisaient qu'avec un bassin déjà très très proche des limites, on pouvait pressentir qu'en fait on avait un risque de talutage. Mais l'entreprise n'ayant pas modélisé, elle a fait un chiffrage sur la base d'un 2D finalement que je vous montrerai tout à l'heure et qui finalement l'alertait pas. Ici, une coupe sur le bassin existant. Ici, la superposition avec la surprofondeur qu'il nous faut aller chercher pour le nouveau bassin. Et même en mettant des pentes 1 pour 1 provisoires, on voit que je défonce, j'arrive dans la voie pompier à cet endroit-là. Ici, j'arrive très proche du stationnement existant. Et de l'autre côté, on verra que je défonce également la partie paddle. Donc j'alerte sur le fait qu'on ne peut pas réaliser
des terrassements comme ça pour le bâtiment à construire, dans la mesure où on n'a pas de berlinoise. Et donc, je commence à pressentir qu'il va falloir réaliser une berlinoise le long, le long de la voie pompier pour éviter de la déchausser et a priori en retour. Donc ça, c'est des éléments que je vais indiquer prochainement dans les vidéos qui suivent. Initialement, j'avais dessiné l'excavation avec une pente 1 pour 1 au droit du fond de forme qui servait en fait de base au bassin. Ce fond de forme est en fait un radier qui va faire à peu près 60 cm au plus haut et 35 au plus bas sur un matelas de ballast et des inclusions en CMC en colonne à module contrôlé. On peut constater sur cette image que si je m'étais cantonné à faire simplement le trou de la pleine masse avec l'élévation du bassin et un débord en périphérie pour me permettre de couler mes branches, je règle pas le problème de phasage de chantier. Dans ce cas-là, je peux faire un chiffrage de coût en BIM 5D où je vais chiffrer mon modèle de terrassement avec des pentes 1 pour 1, mais je ne vais pas tenir compte de l'aspect chantier. Je vais voir sur cette vidéo les réseaux existants qui pénètrent dans le futur bassin, le réseau actuel en sortie, et donc on se rend déjà bien compte sur cette image le problème de coupure temporaire qu'il faut faire à l'entrée et à la sortie, et donc le dévoiement du réseau qu'il va falloir penser pour pouvoir acheminer les eaux de pluie pendant la phase de réalisation de ce bassin. Sur cette image, on voit très bien ma superstructure, donc ça équivaut à la maquette structure de l'ingénieur structure, qui est en fait une maquette que j'ai reproduite puisque je n'avais pas de maquette de l'ingénieur structure, donc je l'ai reproduite sur la base des plans 2D qui m'avaient été fournis. On voit ici l'emprise enterrée du bassin, et puis on voit le tènement que j'avais initialement prévu. Quand je vous parlais de ne pas avoir pris en compte les phases chantier, c'est parce que pour réaliser ce radier, initialement, j'aurais dû prévoir une rampe. Et vu que je n'avais pas la mission du VRD, du génie civil, ce qui m'intéressait, c'était la maquette. Et en me rendant compte de ça, je me suis rendu compte de bien d'autres problèmes, d'où d'autres maquettes que j'ai dû faire pour compléter celle-ci. Cette image, je l'ai créée parce que je voulais mettre en avant la complexité qu'il y a autour de ce bassin en termes de réseaux. On a des réseaux conservés, des réseaux à créer, des réseaux à dévoyer, le tout avec un bassin qui n'était pas dimensionné pour recevoir un immeuble de bureau. Donc il a fallu faire, on l'a vu, des inclusions, un radier et du ballast sous ce radier. Donc, en plus des problématiques de réseau, de dévoiement et de réseau gaz, on voit ici qu'il faut aussi éviter. Il nous faut penser le problème d'accès à ce fond de plateforme. J'ai donc décidé de reprendre mon modèle, de le compléter et donc d'y rajouter la rampe d'accès au sous-sol. Ce qui m'a complexifié encore la tâche, c'est que je me suis également posé la question de la construction de cet ouvrage allait nécessiter l'installation d'une grue. Où la mettre, la grue? En principe, on la met au plus près des charges. Les charges, elles se situent dans cette zone, puisque c'est là que je vais avoir des escaliers béton et l'ascenseur. Et donc, a priori, mes charges étant les plus lourdes, ma grue, j'aurais dû la mettre par là. On a vu que j'avais une voie pompier, je ne peux pas la construire à cet endroit-là. Donc, on a décidé de la positionner à un autre endroit. Et en la spécifiant à cet endroit, là aussi, j'ai dû prendre en considération des problèmes de talutage et puis des inclusions sous cette crue. Autre contrainte liée à ce projet, l'éloignement du bassin de rétention par rapport au réseau existant. Ça a nécessité, pour éviter d'avoir des relevages, de prévoir en fait des sorties d'évacuation des EU du bâtiment, donc les eaux usées du bâtiment, en partie haute du rez-de-chaussée. Et donc on les a fait cheminer en partie haute du rez-de-chaussée, on les a cachés derrière un mur pour les envoyer au plus loin du terrain et au plus proche des réseaux existants.
Donc c'est une contrainte supplémentaire qui a nécessité la réalisation d'un ouvrage en pierre pour cacher et masquer finalement cette canalisation. Outre les problèmes d'accès au chantier avec la rampe qu'on a prévue ici, on peut constater sur cette image la complexité également de la proximité avec l'implantation de la grue et puis des ouvrages à réaliser en surface. Ici, j'ai de l'evergreen, donc j'ai des places de stationnement qui vont être en pleine terre et qui vont être situées sur une zone en remblai. Et donc, je vais avoir à gérer un problème de tassement différentiel entre la partie qui est en pleine terre et la partie qui est protégée par une dalle au-dessus du bassin. On voit ici, issu du logiciel GeoMensura, la vue de la plateforme du bâtiment avec la rampe d'accès au sous-sol et les zones de stockage des terres qui sont issues du site et qu'on va vouloir conserver. On voit ici en 3 dimensions la réalisation de la rampe d'accès au sous-sol qui a nécessité donc des terrassements complémentaires qui ne faisaient pas partie de mon chiffrage initial. Je rappelle que j'avais prévu initialement de prévoir un trou, une excavation en périphérie en fait du radier du fond du bassin avec des pentes 1 pour 1. Et donc, en prenant en compte la phase chantier, je prends en considération l'accès au fond de forme qui va nécessiter en fait une rampe qui va aussi constituer de ballast et de cloutage pour pouvoir en fait recevoir la machinerie lourde qui va venir faire les inclusions sous le radier futur. Ici, on voit les petites zones de stockage disponibles pour des terres évacuées du terrain, des terres végétales qu'on voudrait conserver et réutiliser pour les espaces verts ultérieurs. La force de la démarche BIM, c'est son interopérabilité, c'est son esprit collaboratif avec les échanges interdisciplinaires. Sur ce projet, j'ai donc demandé à recevoir les maquettes CVC et les autres maquettes, c'est moi qui les ai modélisées, maquette architecture, maquette structure et maquette génie civil. La maquette architecture, je l'ai faite sur la base des plans 2D qui m'ont été transmis. La maquette structure sur la base des plans 2D de l'ingénieur structure également. Et les maquettes génie civil sur la base des plans topo, des plans existants, des réseaux. Et j'ai imaginé en fait des réseaux d'évacuation pour pouvoir joindre le tout. Le CVC a son importance parce qu'il me génère en fait les évacuations au bâtiment, comme je le disais tout à l'heure, on va passer avec des réseaux en partie haute pour partir, partie haute du rez-de-chaussée pour partir se raccorder au plus près des réseaux existants. Mais également une maquette que j'aurais aimé avoir, que je n'ai pas reçue, que j'ai modélisée moi-même également, c'est ce qui concerne la géothermie, où sur ce terrain, on est allé mettre en fait des sondes réparties à des endroits bien spécifiques et qui ont nécessité également des tranchées et donc un accès au droit de ces zones qu'il fallait aussi privilégier. Tout ça, ça a un coût, ça rentre dans le BIM 5D. On voit ici le terrain du bassin existant et cette coupe permet de mettre en avant l'incidence de la surprofondeur où on remarque très clairement la conséquence de cette surprofondeur en termes de terrassement bien sûr, mais en termes également de confortement puisque je défonce la partie voie pompier que je ne voulais pas faire et donc je reviens sur la partie berlinoise indispensable qu'il va falloir réaliser à cet endroit. Alerter le maître d'ouvrage sur cette information importante. Ils n'en ont pas tenu compte, ils ont démarré le chantier et les talus ont commencé à s'effondrer. Ils ont stoppé le chantier et ils sont en train de faire les berlinoises. Ici, vous avez deux vues de plateforme. À gauche, la plateforme finie du projet, qui est en fait une phase du projet, la phase terminale finalement, avec les plateformes qui sont représentées par des codes couleurs.
Donc cela, je laisserai Montsura expliquer son logiciel. Et puis la phase déblai-remblai où on voit en rouge et en jaune, les parties rouges étant du remblai, plus ou moins foncé pour la surprofondeur associée à ces plateformes. Les quantités qui rentrent bien sûr dans le chiffrage BIM 5D sont extraites du modèle 3D issu de GeoMonsura. Et donc la totalité des déblais, remblais, talus, pentes, sur profondeur, sur largeur, et on peut même aller par couche, par constitution, sont des données qui sont extraites du modèle sous forme de tableau Excel ou liées avec des logiciels d'études de prix métiers comme j'utilise. Une fois que l'information est renseignée, on peut générer des profils en long, des profils en travers qui viennent compléter le modèle 3D. Quand on parle de BIM, on ne parle pas que de 3D, on parle de 2D, on parle de données, on parle de de l'information. L'information dans le terrassement, dans le génie civil, c'est également des profils en long, des profils en travers qui comprennent énormément d'informations. On voit ici un profil en travers que je ferai défiler après pour vous montrer la possibilité de voir apparaître les réseaux à l'intérieur des volumes remblayés et déblayés. Quand on parle de BIM 5D, on parle de prix, on parle de quantité, mais on parle aussi de description. Les descriptifs font partie intégrante du chiffrage. La partie descriptif, CCTP, cahier des clauses techniques particulières, tel qu'il est utilisé en France, me permet de décrire précisément les travaux à réaliser et explique finalement les hypothèses de mon chiffrage qui complètent les modélisations 3D. Quand on parle de BIM 5D, on parle également de quantité. Les quantités sont extraites du modèle 3D de GeoMonsura, sont converties dans mon logiciel d'étude de prix qui me permet de générer donc les descriptifs qu'on a vus précédemment et les quantitatifs issus de ces modèles. On se rend compte aussi que la totalité des ouvrages qui sont renseignés dans les DPGF ne sont pas tous modélisés ou modélisables et donc ne sont pas tous extraits de la modélisation. Le BIM 5D va au-delà des quantités renseignées sur un modèle. Il faut réaliser tous les ouvrages nécessaires à la prestation du corps de métier. Le BIM 3D, vous l'aurez compris, va au-delà d'un simple coût associé à un volume, un objet, une composition. Il faut prendre en considération la réalité du chantier, il faut prendre en réalité le phasage du chantier. On a vu les conséquences de ne pas prévoir de berlinoise, on a vu la proximité des mitoyens, on a vu ne pas prévoir aussi cette rampe d'accès qui permettait d'accéder au fond de fouille et qui générait des terrassements complémentaires, ne pas prendre en considération les dévoiements de réseaux existants. Donc tout ça rentre en ligne de compte par rapport au chiffrage et donc fait partie intégrante du BIM 5D.